Il a déjà parlé. Nous examinons l'amendement 789. C'est Madame Gréaume qui va nous le présenter. Merci Madame la Présidente. Par cet amendement de suppression, nous nous opposons à cet article, à la proposition du gouvernement qui aurait pour conséquence de faire regresser la démocratie participative locale en transformant les conseils de développement en des coquilles vides, confortée par la commission des lois qui va jusqu'à vouloir leur suppression. Histoire de faire des économies, cet article balaye d'un même mouvement d'autres outils que sont les conseils pour les droits et devoirs des familles, les annexes de mairie et certains rapports. Les conseils de développement sont depuis la loi NOTRe obligatoires dans les EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants et permettent d'approfondir la participation citoyenne. Pourtant, le gouvernement souhaite ici les rendre facultatifs et restreindre leur pouvoir consultatif. Pourtant, la majorité sénatoriale propose de les supprimer. En octobre 2018, la ministre Jacqueline Gourault défendait la généralisation de ces instances. Les préfets avaient même reçu une instruction sur ce sujet. Alors, que s'est-il passé depuis ? Pourquoi aller vers un tel recul au moment où les citoyens et les citoyennes sont de plus en plus demandeurs de démocratie participative afin d'avoir une prise sur les décisions ? Envoyer de tels signaux négatifs ne pourra que conduire à freiner l'essor des conseils de développement qui permettent pourtant d'intégrer des personnes bénévoles à la vie locale. Ces femmes et hommes ne demandent qu'à donner de leur temps pour partager leurs compétences personnelles au profit de la communauté. Alors pourquoi ne pas encourager un tel engouement pour la res publica, la chose publique dont le fonctionnement s'enrichit de la diversité des débats qui la composent. C'est pour toutes ces raisons que nous demandons la suppression de cet article 23. Madame la rapporteure, quel est l'avis de la commission sur cet amendement ? Merci Madame la Présidente. Ma chère collègue Gréaume, la commission des lois n'a pas demandé la suppression des conseils de développement. Le conseil de développement reste facultatif et cet article a pour objectif de donner aux élus locaux la liberté d'organiser un certain nombre de thématiques ou d'informations sur les thématiques d'une manière adaptée à leur territoire. Et nous avons réintroduit dans le pacte de gouvernance un certain nombre d'éléments. Donc, je suis, en raison de l'objet même du texte que nous discutons, qui est un héritage des irritants de la loi NOTRe et de la nécessité de permettre aux élus d'organiser, de leur donner des marges de manœuvre, je ne peux que vous demander de retirer votre amendement, sinon c'est un avis défavorable. Monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement ? Oui, merci Madame la Présidente. Un mot d'un seul. Les conseils de développement sont utiles. Personne ne pense qu'il faut les interdire, parce que souvent il y a eu beaucoup de raccourcis quand même dans la manière de présenter les choses. En revanche, que chaque conseil communautaire décide de l'activer ou non et de l'organiser comme bon lui semble est tout simplement une mesure de souplesse et de liberté. Donc avis défavorable sur votre amendement. Vous le retirez ? Il est retiré. À présent, nous examinons 13 amendements qui font l'objet d'une discussion commune et nous débutons par le 123 rectifié terre et c'est Madame Jasmin qui va nous le présenter. Merci Madame la Présidente. C'est un amendement présenté par mon collègue Monsieur Patrice Joly. Donc, il s'agit de supprimer des alinéas, mais pas l'article. Alors, les conseils de développement sont en cours de généralisation dans les intercommunalités de plus de 20 000 habitants. Cette dynamique est récente et fragile. Pour perdurer, elle a encore bientôt d'être encouragée et accompagnée. Elle doit encore être accompagnée jusqu'à assurer un maillage suffisant dans l'ensemble des territoires ruraux et urbains. Donc, il s'agit de rendre facultatifs les conseils de développement dès maintenant. Alors, rendre facultatifs les conseils de développement dès maintenant briserait l'élan et constituerait un retour en arrière en matière de mobilisation citoyenne en fragilisant les plus récents d'entre eux. Dans un contexte de renouvellement de mandat, il apparaît donc que le projet de loi ne prend pas en compte les apports des conseils de développement. Outre leur contribution à l'enrichissement des politiques publiques, ils continuent à l'échelle intercommunale l'un des seuls lieux organisés dans lesquels les désaccords peuvent s'exprimer de manière argumentée
et se réduire de façon apaisée. Donc, dans ce contexte marqué par la défiance, à l'urgence écologique, ils font vivre et contribuent à diffuser les valeurs d'écoute et de respect de l'autre, d'attention à l'intérêt général et d'une citoyenneté active et responsable. Il est donc nécessaire de conserver l'article L3211-10-1 dans sa rédaction actuelle et de réaliser une évaluation permanente permettant de définir en connaissance de cause les évolutions souhaitables à apporter au Conseil de développement. Et le 911 rectifié, c'est M. Jacquin qui va nous le présenter. Oui, Madame la Présidente, c'est le 910. 910, pardonnez-moi, vous avez Non, il n'y a raison. pas de souci, Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, Monsieur le Ministre. Franchement, dans la crise démocratique que nous traversons, qui est grave, c'est une crise de confiance forte entre les citoyens et les élus. Monsieur le Ministre, vous vouliez rendre facultatif le seul dispositif participatif qui rapproche les élus intercommunaux, naturellement éloignés de nos concitoyens, sans évaluation. Parce qu'excusez-moi, l'étude d'impact que nous avons, elle n'est pas brillante. Et la Commission, elle va plus loin dans ce que je qualifie de régression, en supprimant les références au Conseil de développement dans le Code et les quelques dispositions qui avaient été prises dans ces 20 années pour rendre plus pertinents les conseils de développement. En conclusion, ils seront librement organisés et rendus à l'état de simples comités consultatifs. Je le redis, sans étude d'impact et sans évaluation. Alors, on va me dire que vous connaissez des conseils de développement qui ne fonctionnent pas de manière satisfaisante ou des intercommunalités qui ne les ont pas mises en place. Bien, moi, je suis désolé, j'en connais de nombreux pionniers qui apportent aux élus représentatifs intercommunaux et qui rendent un service de grande qualité. Je répète, le fait qu'il n'y ait pas d'évaluation à une telle mesure, c'est extrêmement gênant. Il y a pourtant une note du Conseil général de l'environnement et du développement durable qui donne quelques éléments d'information et qui plaide positivement pour encourager les élus à se doter de telles instances. Alors cet amendement, sa spécificité est qu'il propose de simplifier les dispositions législatives en intégrant également les pôles d'échange territoriaux et ruraux à cet article du CGCT. Je vous remercie. Merci. Monsieur Kerrouche, vous pouvez nous présenter le 409 rectifié et le 408 rectifié? Alors, a priori, c'est Monsieur Durin, mon collègue, qui nous présentera le 408. Pour le 409 rectifié, Monsieur Kerrouche. Bien, merci Madame la Présidente. Mais c'est tout simple. En fait, à travers cet amendement, nous demandons tout simplement à la fois à la Commission et au gouvernement de reconsidérer leur position. Pourquoi ? Parce que les conseils de développement ont été créés par la loi Voynet. Effectivement, l'article 88 de la loi NOTRe étend ces conseils de développement aux intercommunalités de plus de 20 000 habitants. 300 conseils ont été mis en place et il y a encore une marge de progression. Mais contrairement à ce qu'a laissé entendre Madame la rapporteure, je ne crois pas que la démocratie soit un irritant, parce que c'est ce qu'elle laisse entendre. En effet, la perspective, c'est d'allier dans une instance de réflexion des gens qui n'ont pas d'autre latitude pour s'exprimer en dehors de celle-ci. Il y a de nombreuses expériences réussies de conseils de développement. Je pense par exemple à celui de Nantes. Il y a également, il est vrai, des conseils de développement qui ne fonctionnent pas comme ils le devraient. Ceci étant, le développement de ces conseils, fait qu'ils donnent une chance d'expression démocratique, notamment sur les compétences des intercommunalités qui, par exemple, ont pour mission de coordonner la transition énergétique, et que je ne vois pas pourquoi il faudrait que cette instance qui permet d'articuler démocratie représentative et participative soit considérée comme une gêne, parce que c'est le cas ici, alors que c'est une chance. Donc,
Cet amendement vise non seulement à maintenir les conseils de développement, et également à baisser le seuil de ceux-ci pour les placer à 15 000 habitants, soit le seuil de constitution d'une intercommunalité sans dérogation. Et puis pour finir, Monsieur le ministre, je n'ai pas vu ou entendu que, s'agissant du débat entre le président de la République et les élus locaux, il y a eu une demande de suppression de ces conseils de développement. On vous a demandé de la simplification, pas, je crois, de remise en cause de la démocratie participative. Merci. Monsieur Durin va nous présenter le 408 rectifié. Merci Madame la Présidente. Amendement qui s'inscrit dans le droit fil de ce que vient de développer notre collègue Kerrouche. Cet amendement propose de maintenir l'obligation pour les communes de 100 000 habitants et plus de mettre en place des mairies de quartier. La demande de proximité, c'est l'histoire récente de notre vie politique. Et le débat démocratique, notamment au moment du grand débat, a été très nourri sur cette demande de proximité, d'échange, de travail du quotidien avec les citoyens. Et on nous dit souvent, la démocratie participative, on en a soupé, on l'a entendu au début de ce débat. Là, il ne s'agit même pas de la démocratie participative, il s'agit de la démocratie représentative sous la forme des mairies de quartier. Vider l'article qui concerne les mairies de quartier ou les dispositions qui concernent les mairies de quartier dans notre législation paraît un peu contraire à la demande de proximité qui s'exprime partout. C'est d'autant moins compréhensible que la règle qui s'applique aujourd'hui est particulièrement souple dans ses modalités, puisque les communes peuvent prévoir qu'une mairie de quartier soit commune à plusieurs quartiers. Donc ce qui prévaut dans ce texte sur la démocratie participative, sur la démocratie représentative, sur les conseils de développement, sur les mairies de quartier, nous paraît contraire à la demande sociale qui s'exprime et la nécessité d'un meilleur rapprochement entre les citoyens et les élus. Merci. L'amendement 98 rectifié bis, c'est Madame Delattre qui va nous le présenter. Merci Madame la Présidente. Si vous en êtes d'accord, je présenterai les 3 amendements qui sont liés, à savoir 98, 97, 96, d'autant qu'en fait, ils sont inversés. Je vous en remercie. Merci Madame la Présidente. Je souhaite ici apporter un témoignage positif sur les conseils de développement, d'autant que le C2D de Bordeaux fonctionne bien, même très bien. Et Monsieur le Ministre, vous dire que c'est le conseil de développement qui a mené de façon très efficace le grand débat national sur notre métropole et a fait l'objet a rendu une copie très appréciée de la part de l'ensemble des parties prenantes. Créés par la loi NOTRe en 2015, les conseils de développement sont des outils de démocratie participative, de dialogue et de consultation. Chaque conseil de développement est libre de s'organiser comme il le souhaite. Cette souplesse permet une application adaptée aux particularités territoriales de chaque EPCI. L'amendement 96 propose de maintenir cette obligation de création. De noter que suite à un petit problème informatique, Ronan Dantec n'a pu être noté comme co-signataire, mais il souhaite l'être auprès des 10 autres co-signataires du RDSE et d'une sénatrice du groupe Union Centriste. Les 2 autres amendements de repli visent à ce que les conseils de développement soient à minima conservés au sein des métropoles et ou métropoles et communautés urbaines, où le besoin de démocratie participative est souvent le plus prégnant. Je vous remercie. Merci Madame la sénatrice. Le 572 rectifié bis, c'est Monsieur Kerrouche qui va nous le présenter. Oui, Madame la Présidente, merci. La perspective là, c'est de mettre en sorte des mutualisations, de mettre en place des mutualisations en termes de conseils de développement. La loi MAPTAM a encadré précédemment les conseils de développement des PETR. Dans l'hypothèse où il y a des établissements publics qui sont contigus et qui décident de créer ensemble un conseil de développement commun, celui-ci devrait cohabiter avec celui du conseil de développement du PETR. Et il nous semble qu'il est intéressant d'offrir la possibilité de fusionner ces 2 types de conseils de développement sur le même périmètre, parce que ça crée des mutualisations, parce que c'est aussi plus efficace en termes de mobilisation citoyenne. Alors pour que mon propos soit complètement complet, je vous dirais que dans les faits, même si la loi ne le prévoit pas, certains préfets ont déjà anticipé sur cette mesure
puisque ces mutualisations existent sur certains territoires que je me garderai bien de citer ici. Donc, il nous semble que c'est une bonne mesure qu'il faut pouvoir généraliser. Merci. L'amendement 243 rectifié, c'est M. Cabanel qui va nous le présenter. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre et chers collègues. Cet article, comme bien d'autres amendements, réintègre l'obligation d'avoir un conseiller de développement dans les EPCI de plus de 20 000 habitants et réserve au moins un tiers des sièges à des citoyens tirés au sort. Bon, je me doute le sort que sera réservé à cet amendement au vu donc des débats qui nous animent depuis le début de l'après-midi et d'une certaine volonté de certains de ne pas aller plus loin dans la démocratie participative. L'amendement 96 rectifié est déjà présenté. Le 68, c'est M. Grand qui va nous le présenter. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, pour faire rapide et ne pas refaire le débat sur la mutualisation que nous avons eu à l'article 1er, je m'interroge simplement sur la transparence des mutualisations en cours, puisque en supprimant les schémas, nous supprimons également l'obligation de faire un point d'étape annuel. Merci. Merci pour un amendement identique, le 214 rectifié, M. Cabanel. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, cet amendement propose de maintenir l'article L 5211-39-1 du Code général des collectivités locales qui prévoit que le président de l'EPCI à fiscalité propre établit un rapport relatif aux mutualisations de services entre les services de l'EPCI et ceux des communes membres. Ce rapport comporte notamment un projet de schéma de mutualisation de services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat. Cet amendement permet de maintenir un élément qui contribue à la bonne gouvernance et à la bonne gestion de l'EPCI. Il n'est pas souhaitable de le supprimer, mais je sais le sort aussi qui lui sera réservé par rapport à la demande d'un rapport. Troisième amendement identique, M. Kerrouche, le 410 rectifié. Oui, Madame la Présidente, là également pour aller vite, cet amendement propose de conserver le caractère obligatoire du rapport de mutualisation des services établi par le président de l'EPCI après chaque renouvellement général. La perspective de l'intercommunalité, c'est aussi de montrer qu'elle apporte une plus-value, et cette plus-value est également mesurée par le schéma de mutualisation. Mais surtout, ce rapport et le schéma qu'il comprend n'ont été mis en œuvre qu'une seule fois après le renouvellement général de mars 2014. Et donc, je ne vois pas bien quel enseignement le gouvernement a pu tirer d'un dispositif pour dès à présent, dire qu'il fallait faire sa relégation. Et enfin, le 254 rectifié bis, c'est M. Val qui va nous le présenter. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Bien sûr, cet amendement demande le maintien des conseillers de développement au moins dans les PETR, puisque je ne vais pas reprendre l'histoire des PETR. Je voudrais simplement vous dire qu'il faut quand même un peu de cohérence. On a créé la NCT, et la NCT a été créée sur le simple fait de dire, bon, en particulier, faisons remonter les projets de territoire. Un projet de territoire, comment le concevoir sans la société civile, sans ce qui constitue les forces vives d'un territoire. Quand vous reprenez la charte interministérielle de contractualisation, on retrouve le même texte. Le projet de territoire est élaboré de manière concertée avec les habitants, etc. Donc je demande un peu de cohérence. Le PCI est un outil de gestion des compétences, mais les PETR sont des incubateurs de projets de territoire. On ne peut pas les mettre en place, ces projets de territoire, sans la société civile. Merci. Merci. Madame la rapporteure, quel est l'avis de la commission sur ces 13 amendements ? Merci, Madame la Présidente. Donc, je vais faire une intervention générale puisque l'ensemble de ces amendements concernent le même sujet. Mes chers collègues, je le dis voilà, vraiment avec beaucoup de sincérité. Moi, j'apprécie beaucoup les débats que nous avons. Chacun de nous porte ici ses convictions, mais depuis que nous sommes ensemble, ces longues heures de jour et de nuit sont la preuve, par les interventions nombreuses de chacun d'entre nous, de la diversité des territoires et la difficulté d'apporter aux plus de 300 sénateurs qui ont chacun leur expression, qui est celle de leur territoire, une vérité qui serait la vérité de sachant que serait le législateur. Alors le législateur fait des lois quasi parfaites, ensuite elles sont mises en œuvre dans les territoires avec leur histoire, leur culture et leur gouvernance. Je tiens à dire ici, d'une manière là aussi très respectueuse et très calme, que je sens que on fait au Sénat dans ce débat et au gouvernement, mais je vous laisserai, Monsieur le Ministre, être l'excellent avocat du gouvernement que vous êtes, on nous fait, prenons-le ainsi,
un procès d'intention qui parfois vire au procès en sorcellerie, parce que nous serions accusés d'être les plus grands ennemis de l'intercommunalité et d'être les ennemis de la démocratie participative. Mes chers collègues, je le dis avec beaucoup de sincérité, tout ce que nous avons fait depuis que nous sommes ensemble vise à améliorer déjà la démocratie représentative en permettant à l'ensemble des conseillers municipaux d'être plus associés aux travaux de leur intercommunalité. Ça, c'est un premier élément de réponse que je souhaite vraiment porter à votre connaissance et vous rappeler. Ensuite, il me semble que la démocratie participative n'est pas détruite ni niée par le travail de la commission des lois, puisque, soyons précis et soyons factuels, nous n'interdisons pas, nous ne supprimons pas les instances de démocratie participative. Nous les rendons facultatives. Donc, s'il vous plaît, veillons chacun à être très factuel. J'ai, comme beaucoup d'autres, rencontré personnellement l'excellent président de la coordination nationale des conseils de développement et je lui ai dit que nous reconnaissions la valeur de toute institution de démocratie participative, mais nous ne tenons pas notre légitimité de droit divin ou de droit républicain. Et que l'affaire nous semble tellement importante, mes chers amis, mais je sais que nous avons de longues heures de débat, donc on a peut-être oublié ce que nous avons fait à l'article 1, que nous avons instauré dans le pacte de gouvernance la possibilité pour les intercos de définir, comme elles le souhaitent, leur mode d'association, de consultation des acteurs de la société civile. Donc il me semble qu'on a répondu à la demande. Voilà. Ensuite, sur la mutualisation, le sujet nous semblait tellement important qu'un rapport sur la mutualisation, il peut faire 3 pages ou 25 pages et on peut s'en désintéresser. Nous avons introduit, là encore, dans le pacte de gouvernance, la possibilité pour les intercos qui le souhaitaient de définir la mutualisation, l'objet et les conditions de mutualisation qu'ils définissaient. Donc nous avons consacré ces deux choses en donnant aux élus la capacité de les définir comme ils souhaitaient. Et mes chers collègues, moi je le dis avec beaucoup de sincérité, soyons vigilants sur 2 choses. Je rappelle que si nous sommes ici nuitamment et quotidiennement et 2 jours, c'est parce que nous avons quand même, dans beaucoup de territoires, des expressions d'élus qui sont condamnés à l'impuissance parce qu'ils n'arrivent plus à fonctionner, parce qu'on a eu des lois qui ont formaté, qui ont normé, et parce qu'on a eu aussi des baisses de dotation qui ont conduit les élus à courir de manière effrénée sur des compétences. Deuxièmement, il me semble, mes chers collègues, que nous, qui sommes des sénateurs, représentants des territoires, élus par des collègues qui sont des élus locaux, oserions-nous montrer notre défiance à l'égard de ces élus locaux? C'est-à-dire, est-ce que nous osons, par des contraintes supplémentaires, des obligations et des normes, affirmer ainsi que les élus locaux seraient incapables de gérer correctement leur territoire, alors même que chacun d'entre nous, chaque fin de semaine, nous sommes assez fascinés par les initiatives qui existent un peu partout, dont nos territoires bouillonnent, parce que les élus, ils ont inventé des possibles, ils ont inventé des solutions dans l'intérêt de leurs concitoyens. Donc c'était une explication un peu longue, mais pour terminer sur le verdict, qui est un verdict de demande de retrait ou d'avis défavorable sur ces amendements, je considère que l'objet est satisfait. Merci Madame la rapporteure. Monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement? Merci Madame la Présidente. Sur ces 13 amendements de manière globale, bon, on renoue avec le beau débat de la semaine dernière, auquel je crois beaucoup, hein, vous le savez, entre liberté d'un côté et égalité de l'autre, et qui d'ailleurs n'est pas une opposition, mais une concurrence parfois entre ces 2 valeurs républicaines auxquelles nous sommes attachés, à savoir, soit quelque chose nous apparaît comme étant très important, et donc on veut normer, et on veut s'assurer que sur l'ensemble du territoire français, métropolitain comme ultramarin, moyennant les adaptations, monsieur le ministre Lurel, on ait par la loi l'assurance que ça existe partout, peu importe d'ailleurs au passage parfois la qualité avec la manière dont ça existe, ça c'est encore un autre débat.
Soit on considère qu'on fait confiance aux collectivités territoriales, c'est un peu l'esprit de décentralisation qui va avec, et on dit c'est votre compétence aussi que de faire vivre la démocratie locale, et donc on laisse libre les initiatives. Ça, c'est le débat tel qu'on le connaît depuis le début de notre projet de loi, qui est un beau débat et sur lequel d'ailleurs on voit bien qu'un certain nombre de groupes, mesdames, messieurs les sénateurs de l'Union centriste, de la République en marche ou du RDSE, en fonction des sujets d'ailleurs, vous pouvez être plus ou moins en adéquation avec une valeur ou l'autre. Et au-delà même sur tous les bancs et tous les groupes. La deuxième des choses, c'est que parfois la loi, et ça je peux rejoindre les tonalités d'intervention qui ont été données, parfois la loi permet d'innover et de pousser une initiative qui n'aurait pas existé autrement. Enfin, une fois qu'elle existe ou qu'elle commence à atterrir, c'est aussi le boulot du législateur, en tout cas du gouvernement qui a coécrit la loi avec le Parlement, pardonnez-moi, que de toiletter aussi un certain nombre de dispositions en disant ça y est, culturellement le débat est lancé, on peut sortir du champ de l'obligation pour aller vers le champ de la liberté. Je vais vous donner un autre exemple en matière de démocratie participative, c'est les conseils de quartier. Historiquement, et d'ailleurs je crois que c'est la gauche qui l'a fait, a rendu les conseils de quartier obligatoires dans les communes les plus importantes, plus de 80 000 habitants. Plus de 80 000 habitants. Le seul fait de l'avoir rendu obligatoire pour les communes de plus de 80 000 habitants a conduit, comme l'a dit la rapporteure Gatel, à ce que des milliers de communes de moins de 80 000 habitants se lancent dans l'aventure des conseils de quartier. Pas forcément d'ailleurs avec la même application légale que pour les communes de 80 000 habitants. Enfin, chacun, je veux le dire autrement, rares sont les communes de taille significative aujourd'hui qui contourneraient le principe même d'un conseil de quartier. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous sommes des élus, et donc la vraie pression, elle n'est pas que par la loi, elle est aussi sociale, elle est aussi électorale au sens noble du terme. Et donc, quand un maire dit « moi je m'en moque de la vie de mes concitoyens, il n'y aura pas de conseil de quartier et on fera 100 », ça n'existe pas franchement déjà en fait. Et puis entre nous, on lui souhaite bon courage pour ces élections. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des choses qui s'imposent. Moi, les conseils de développement, je le redis, je crois que c'est un bon outil. Je dis juste qu'on peut le sortir du champ. On lui garde une base légale, mais on le sort du champ de l'obligation et on laisse à tout à chacun, conseil communautaire donc, le soin de l'activer tout ou partiellement, tout ou totalement, et aussi de le composer comme bon lui semble. Entre nous, on va se dire la vérité, le conseil communautaire qui décidera de tout arrêter sèchement, très vite, il va voir les professions agricoles qui vont se manifester, les associations. Enfin, dans la vraie vie, on sait très bien que ça ne va pas se passer comme ça. Donc, c'est une affaire d'adaptation. Donc, ce n'est pas du tout un combat politique ou culturel que de le rendre non obligatoire. C'est juste qu'en le rendant non obligatoire, on permet à chaque EPCI, essentiellement, je reviendrai sur le cas des PETR dans un instant, monsieur le sénateur, on permet à chaque EPCI, globalement, de l'organiser comme bon lui semble. Donc, moi, je suis assez attaché à cette idée-là. Je l'avais dit en discussion générale que dans notre pays, la simplification, sans mauvais jeu de mots, c'était compliqué. Et je le vois bien parce qu'il y a ce beau débat entre liberté et égalité. Sur les PETR, on a eu une réunion de travail ensemble il y a maintenant quelques mois, monsieur le sénateur Valls, sur ces sujets. Là aussi, je ne connais pas beaucoup de PETR qui ne s'appuient pas sur le Conseil de développement. Après, la vraie question, elle se renverse. Les PETR qui sont des créatures originales et intéressantes dans notre droit, est-ce que ces PETR ont créé un conseil de développement parce que c'était obligatoire ou parce que dans l'identité même des PETR, il y a l'idée du conseil de développement? C'est la vraie question. Et s'il y a l'identité même, dans l'identité même, s'il y a des PETR, il y a les conseils de développement, et ben au fond, on peut enlever l'obligation dans la loi parce que culturellement et socialement, la régulation se fera de par elle-même. En tout cas, c'est véritablement le vœu que je porte parce que le droit est vivant. Et une fois de plus, on supprimerait, par exemple, on n'a pas proposé, mais on supprimerait le fait que les conseils de quartier soient obligatoires pour les communes de plus de 80 000 habitants. Je ne connais pas un maire de France d'une commune de plus de 80 000 habitants qui va arrêter de faire des conseils de quartier. Enfin, franchement, je n'y crois pas. Donc voilà la philosophie du gouvernement qui, d'ailleurs, je remercie la Commission parce que la Commission a abondé dans ce sens. Et je pense que là, on fait vivre un tout petit peu ce qu'est la liberté locale en faisant confiance. Puis après tout, vous êtes des hommes et des femmes politiques en tant que sénateur de vos départements. Madame la sénatrice Delattre, vous parliez de la situation en Gironde. Si le président du conseil de développement, que je ne connais pas, mais de Bordeaux, s'il avait refusé, par exemple, d'organiser le grand débat,
vous auriez bien été en droit, en tant que femme politique de la Gironde, de condamner le fait que le Conseil de développement n'organise pas le grand débat. On ne va pas non plus faire un amendement pour rendre obligatoire que les conseils de développement s'occupent des grands débats quand le président de la République décide d'un grand débat. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Tout ça est très réversible dans tous les sens. Donc, une fois de plus, je ne recommence pas, mais liberté, liberté, liberté. Demande donc de retrait de l'ensemble de ces amendements et le cas échéant, avis défavorable. Monsieur Durin, pour explication de vote. Merci Madame la Présidente. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt le très long développement de notre rapporteur. Je l'ai trouvé effectivement... je trouvais que c'était... Voilà, il y avait un effort, mais j'ai trouvé que c'était un peu filandreux sur le fond. J'aurais aimé que ce soit un petit peu plus dense. Et j'entends l'opposition que fait Monsieur le Ministre entre la liberté et l'égalité. Mais enfin, une faculté, c'est pas une obligation. Et aux déclarations d'amour, nous on préfère les preuves d'amour. Alors, est-ce qu'on a atteint le point que décrit Monsieur le Ministre, où les choses sont suffisamment lancées dans ce pays pour qu'on puisse revenir sur les obligations et finalement on a une vitesse de croisière, tout ça, une inertie qui permet au territoire de faire vivre la démocratie participative, notamment dans des conditions satisfaisantes. Enfin, j'entends Monsieur le Ministre, nous aussi on est dans la vraie vie. Et j'ai cru comprendre quand même que les gilets jaunes sur les ronds-points, c'est un petit peu l'irruption de la vraie vie dans le débat politique national, et qu'on a eu quand même 92-96 heures de grands débats après sur ces sujets-là. Donc, si tout ça fonctionnait bien, suffisamment, naturellement, dans tous les territoires, on aurait peut-être eu des soupapes démocratiques qui permettent de faire émerger un certain nombre de sujets. Ça ne répond pas à tous les sujets nationaux, mais c'est quand même des soupapes qui permettent l'expression des gens. Alors, je pense que pour revenir à nos convictions, ou miennes en tout cas, sur la question de la démocratie participative, on est un peu sur le même niveau de débat que sur la parité. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'obligation, on ne va pas aller plus loin. Parce qu'on sait que c'est toujours la dernière chose qu'on fait. On a plein de choses à faire avant, que c'est compliqué, qu'effectivement, il y a des soucis budgétaires, qu'il y a des soucis de gestion humaine, de gouvernance, et que ce sujet-là, on ne l'aborde qu'à la toute fin. Donc, il me semble qu'il faut conserver ces outils, ne pas transformer une obligation en faculté. C'est un choix politique, c'est un degré de priorité qu'on affecte à ces sujets de démocratie participative. Je considère pour ma part, avec d'autres élus, et notamment aux porteurs des amendements qui ont été développés à l'instant, que cet effort de simplification sur ces sujets n'est pas de bonne loi, parce qu'il met quand même en difficulté, il risque de mettre en danger des instances qui n'ont pas fini de grandir, qui n'ont pas fini de s'installer, et que si on les met en danger, on va perdre un petit peu de substance démocratique sur les territoires, et que la démocratie représentative ne permet pas à elle seule de remplir. Monsieur Kerrouche, pour explication de vote. Oui, brièvement, Madame la Présidente. Madame la rapporteure, j'ai été gêné par une partie de vos propos parce que vous laissez entendre en gros que, comme les sénateurs sont élus des autres élus, d'une certaine façon, ils n'ont pas à se préoccuper des citoyens. Ce n'est pas du tout la conception que j'ai de mon mandat. Mais chacun la sienne. Deuxième chose, j'entends, monsieur le ministre, l'idée de liberté. On peut éventuellement comprendre cet affrontement entre liberté et égalité. Pour autant, juste sur 2 points. Sur l'amendement du sénateur Val, je ne comprends pas comment on ne peut pas dire que le Conseil de développement n'est pas consubstantiel du PETR. Je pense que c'est sa nature. Je pense que c'est sa nature et je pense qu'il ne faut pas supprimer ou ne pas laisser facultatif les conseils de développement au sein de PETR parce que sinon ça altère leur nature. Et je pense donc qu'il faut les laisser obligatoires, au moins dans ces institutions. Et puis sur la mutualisation, je trouvais que nous avions trouvé une bonne idée de la capacité à mutualiser un conseil de développement sur un territoire, parce que c'est une bonne chose dans le sens justement des libertés que l'on donne au territoire, et j'ai du mal à comprendre que vous ayez un avis défavorable sur ce point précis. La parole est à Madame Jasmin pour explication de vote. Merci Madame la Présidente. Concernant l'amendement de mon collègue Monsieur Joly, je le maintiens parce qu'il n'est pas là. Je le maintiens, donc j'ai entendu les différents avis, mais je souhaiterais qu'on poursuive avec et qu'on passe au vote. Merci. Monsieur Val, pour explication de vote. Oui, merci Madame la Présidente.
Bien sûr, je préside une association qui réunit 300 territoires. Sur les 300 territoires, bien sûr, les projets de territoire qui sont menés par ces PETR, ça concerne quand même 20 millions d'habitants. À qui l'on dit, on va élaborer un projet de territoire, je parle d'un projet de territoire, c'est normal qu'on fasse participer. Voilà. C'est-à-dire qu'on est un incubateur de projets, de dynamique tout court, mais surtout économique, et donc il ne nous viendrait pas à l'idée de supprimer le Conseil économique et social quand une région se lance dans une politique, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que de toute façon, on a bâti la compétence de la dynamique territoriale sur le fait qu'elle puisse s'appuyer sur un savoir. Les élus n'ont pas tous les savoirs. Et lorsqu'on veut faire un projet de développement économique, eh bien, il faut connaître ce savoir, cette compétence qui viennent compléter ce que les élus souhaitent décider pour un territoire. Parce qu'en finalité, c'est quand même eux qui ont la décision. Donc je ne vois aucune menace. Le seul argument que vous avez donné, c'est que de toute façon, certaines ne marchent pas. Voilà. Vous avez dit, voilà, moi je connais les conseils de développement qui ne marchent pas, donc ça ne me paraît pas nécessaire. Mais d'abord, je trouve que c'est un mépris, et c'est une forme... Mais si, c'est méprisant pour les gens qui se battent depuis 15 ans, depuis qu'on a créé des pays ou ensuite des PETR, il y a des hommes et des femmes qui gratuitement, sans aucune indemnité, se battent dans des réunions pour essayer d'apporter aux élus un éclairage et des compétences qu'ils n'ont pas. Vous estimez que ce n'est pas nécessaire alors qu'on vient de passer 1 an de concertation, et je crois que sur le plan purement politique, je crois que c'est très maladroit, et ce sera très mal perçu et ça découragera les gens. Monsieur Jacquin, pour explication de vote. Non? Ah, oui, il me semblait. Merci, Madame la Présidente. Je répète, il n'y a pas eu d'évaluation. Et regardez l'étude d'impact qui est non étude d'impact. Elle vise juste à dire le gouvernement a raison de faire ça, mais elle ne nous donne pas d'éléments. J'ai regardé un petit peu plus loin. Je me suis rapproché de la coordination nationale des conseils de développement. Il y a plus du tiers des EPCI concernés, donc dans la strate inférieure à 50 000, qui respectent l'obligation. Donc ça n'est pas rien. Et je reprendrai l'expression qu'a utilisée mon collègue Val pour parler d'un certain mépris pour ceux qui ont mis en place et qui sont satisfaits de ces conseils de développement. Le deuxième point, Madame la rapporteure, vous nous dites qu'on ne supprime pas, ça va être rendu facultatif. Et vous évoquez, d'une manière que je qualifierais de spécieuse, nos discussions à l'article 1 du pacte de gouvernance, où on a remplacé dans mon amendement citoyen par acteurs sociaux économiques. Mais là aussi, on est dans le facultatif. Donc, je considère que c'est une régression parce que, je le rappelle, la Commission va plus loin que Monsieur le ministre et supprime dans le Code les références aux spécificités des conseils de développement. Il y en avait 2 particulières. Le fait qu'elles doivent rendre des comptes à l'EPCI en établissant un rapport d'activité et en leur donnant une capacité d'autosaisine. Donc non seulement vous les rendez facultatives, mais vous les réduisez à de simples comités consultatifs. Monsieur le ministre, vous nous dites que, oh oui, c'est un bon outil. C'est un bon outil. Mais alors, pourquoi n'avez-vous pas produit un amendement pour rétablir vos dispositions? Votre disposition, elle, c'était de rendre facultatif et de ne pas supprimer les références dans le code aux spécificités. Et si c'était vraiment un bon outil, j'ai regardé, dans votre ancienne communauté d'agglomération, elle n'est pas en conformité avec la loi puisqu'elle n'a pas de conseil de développement. De même que dans celle de votre conseiller, M. Carmier. Le dernier point, c'est, Madame la rapporteure, que vous nous dites que certains irritants empêche le bon fonctionnement des EPCI. Mais ce n'est pas celui-là qui empêche le bon fonctionnement des EPCI. Et moi, je fais une proposition, une dernière proposition, et j'en reste là. Ce qui serait raisonnable dans l'état actuel de nos collectivités, c'est peut-être éventuellement de surseoir à l'obligation de mise en place de ces conseils de développement à 2020 et de faire une véritable évaluation. D'ailleurs, le président des conseils nationaux Il faut conclure, chers collègues. Le Conseil de développement vous a dit, Madame la rapporteure devant moi, qu'il demandait la suppression de l'article 23. Il faut vraiment conclure, chers collègues. Madame la rapporteure, vous avez demandé la parole. Juste, et ce sera ma dernière intervention sur ce sujet, mais
je pense qu'il faut qu'on reste les uns et les autres modérés et qu'on ne fasse pas de procès d'intention. Je voudrais dire à M. Durain, cher Jérôme, moi je n'ai pas bien compris, je sais qu'on est tous fatigués, mais vous venez de dire, vous avez fait un lien entre les conseils de développement et les gilets jaunes. Mes chers collègues, il me semble que quand le mouvement des Gilets jaunes a démarré, les conseils de développement étaient obligatoires. Donc, ils n'ont pas permis... Non, mais soyons précis et soyons factuels. Deuxièmement, cher collègue Kerrouche, vous ne pouvez... Enfin, moi, je veux bien moi-même traduire mes propos. Quand j'ai dit que nous étions les représentants de ceux qui nous élisent, c'est vrai, mais excusez-moi... les élus qui nous élisent travaillent pour quoi? Pour l'efficience de l'action publique. Et depuis 8 jours, nous faisons quoi? Donc je ne peux pas vous laisser dire que je considérerais que les citoyens n'ont pas à être pris en considération par le Sénat. Ne me prêtez pas des propos que je n'ai pas tenus. Chers collègues, moi j'ai entendu la foi que vous avez pour défendre les conseils de développement. Mais sincèrement, et je vous le dis sans ironie et sans moquerie, mais avec beaucoup de sincérité, vous portez tellement la conviction que votre activité porte sur le dynamisme d'un territoire que, comme l'a dit très justement le ministre, dans ce cas-là, le conseil de développement ou la manière dont vous associez les citoyens est consubstantielle de ce que vous défendez. Donc, vous aurez des conseils de développement. Ou alors, ça voudrait dire que dans votre association, il y a des personnes qui ne sont pas convaincues de la manière dont on construit un territoire. Voilà ce que je voulais dire. Je crois que j'ai tout dit. Je ne convaincrai que les convaincus sans aucun doute. Mais je souhaite vraiment qu'on reste très factuel et qu'on ne peut pas dire qu'ici, nous sommes en train de détricoter, encore une fois, c'est le mot qui est employé, la démocratie participative. Et mes arguments, mon cher collègue, ne sont pas spécieux, car je vous rappelle encore une fois, nous avons introduit des réponses à vos préoccupations que nous portons dans l'article 1, dans le pacte de gouvernance, c'est-à-dire qu'on va plus loin que la loi qui vous oblige à. On demande aux élus, construisez vous-même la manière dont vous allez associer les acteurs de votre territoire. La parole est à Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Bon, tout d'abord, Monsieur le sénateur Jacquin, vous avez fait des recherches sur ma communauté d'agglomération. Visiblement, ces recherches n'ont pas été très fructueuses, qu'effectivement, nous n'avons pas de conseil de développement, on a choisi d'aller plus loin. Nous avons fait un conseil économique et social et environnemental qui va au-delà même du CESE. Deuxième des choses, vous parlez de mon conseiller, Monsieur Carmier, qui était assis à côté de moi. De mon temps, quand j'étais jeune assistant parlementaire, puis jeune conseiller ministériel, il se trouve, mais peut-être que ce sont des pratiques anciennes, qui fait qu'on n'interpelle pas quelqu'un qui n'a pas le droit de répondre dans cet hémicycle. Je crois que ça se fait, que c'est bien. Moi, il ne me viendrait pas à l'esprit de parler de vos assistants parlementaires. Et je crois qu'on est dans les fondamentaux. Voilà, il est publié au journal officiel, il est haut fonctionnaire, il est élu local par ailleurs, effectivement, dans les Yvelines, sauf qu'en l'interpellant au journal officiel, il n'a pas le droit de vous répondre, alors que moi, je peux vous répondre. Donc, je suis un peu attaché à mon côté vieux jeu. Donc, ce que je vous dis, ça arrive. L'ancien monde a du bon. Monsieur Kerrouche, troisième chose. Amendement 572 rectifié bis. Je l'ai fait pour détendre l'atmosphère, je vois que ça a fonctionné. Je vais essayer également de vous proposer quelque chose pour détendre aussi l'atmosphère, monsieur le sénateur Kerrouche. C'est l'amendement 572 rectifié bis, madame la présidente, qui a été déposé par les sénateurs Kerrouche, Marie et Durain, sur lequel vous avez deux alinéas. Le premier qui demande le retour obligatoire des conseils de développement. Et le deuxième alinéa, effectivement, où vous avez eu raison de m'interpeller en disant que vous ne compreniez pas mon avis, qui propose la mutualisation là où ils existent. Bon, si vous êtes d'accord pour... Pourquoi ça ne marcherait pas? Madame la rapporteure, vous me direz pourquoi ça ne marche pas. J'essaie juste de trouver une solution. Si vous acceptez de rectifier l'amendement en supprimant le premier alinéa, c'est-à-dire on enlève le volet obligatoire et on sort... ça n'empêche pas que les autres amendements seront maintenus, c'est un autre débat. Mais en clair, si vous faites un amendement qui ne prévoit juste que la possibilité de les mutualiser, là où il y en a un, parce que ce n'est pas parce que ce n'est plus obligatoire que 3 EPCI ne vont pas en créer un, c'est bien le sens de ce deuxième alinéa.
je ne suis pas hostile à ce qu'il n'y ait qu'un seul amendement qui dise juste, là où il y en a un, la mutualisation, si les élus le souhaitent, est possible. De fait, là, on est dans la liberté. Mais il faut juste remodifier un peu votre amendement pour que ça puisse voler. C'est la proposition que je fais. Et la rapporteure a l'air de dire qu'il y a un problème, mais je m'en remettrai à elle s'il y a un problème juridique que je n'ai pas vu. En tout cas, j'essaie de trouver une solution de bon sens, et là, pour le coup, dans le sens de la liberté. Monsieur Kerrouche, vous souhaitez rectifier votre amendement? Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser comment vous allez modifier votre amendement? On va supprimer le début et garder simplement ce qui permet à l'intérieur d'un même BETR d'avoir un conseil de développement commun si les EPCI qui le constituent, ce PETR, Pardonnez-moi, nous enlevons le grand 1 alinéa 7, supprimer la référence. Nous ne gardons que le grand 2 dans votre amendement, c'est cela? C'est un parfait résumé. Très bien, merci Monsieur Kerrouche. Madame la rapporteure, sur la base de cette rectification, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. Ces discussions montrent que chacun essaie le plus possible d'entendre les autres. Moi, j'ai un vrai souci avec la proposition que vous faites, Monsieur le Ministre. Ce n'est pas vous qui me causez souci, mais c'est la cohérence avec ce que vous proposez, ce que nous avons fait, puisque la Commission, à l'article 23, alinéa 7, a abrogé les articles que l'on demande de compléter. Donc, je veux dire, moi, je ne peux pas donner un avis favorable à la possibilité de compléter un article que nous avons abrogé. Voilà le sens de mon observation, Monsieur le Ministre. C'est un avis défavorable sur cet amendement modifié. Nous allons l'examiner dans le... On va les prendre dans l'ordre, hein, les amendements. Bien, nous pouvons passer au vote? On y va. Le 123 rectifié terre avec 2 avis défavorables. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 910 rectifié avec 2 avis défavorables. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 409 rectifié avec 2 avis défavorables. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 408 rectifié avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 98 rectifié bis avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 97 rectifié bis avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 572 rectifié terre avec un avis défavorable de la commission et un avis favorable du gouvernement, puisque ainsi modifié. Ou sagesse? Sagesse du gouvernement. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 243 rectifié avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 96 rectifié bis. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Les 3 amendements identiques 68, 214 rectifiés et 410 rectifiés avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Monsieur Grand a retiré le sien, pardonnez-moi, le 68. Qui est pour les 2 amendements identiques? Qui est contre? Ils ne sont pas adoptés. Et enfin, le 254 rectifié bis avec 2